Élémentaire, mon cher Nico. Une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bonjour. Bienvenue à nouveau sur cette émission. On va ouvrir en grand nos poumons, on va ouvrir en grand surtout nos oreilles et notre esprit pour aller bien sûr plus en avant sur cette prise de conscience de la qualité de l'air qui est nécessaire pour chacune et chacun d'entre nous. Et un petit mot notamment pour cet hiver qui vient de démarrer. Ayez plutôt, chères auditrices, chers auditeurs, une attention toute particulière pour les gens fragiles qui ont besoin en ces périodes hivernales de faire attention. On se rend pas compte, ceux qui ont des difficultés respiratoires savent ce que ça veut dire que de l'air qui est froid, savent ce que ça veut dire aussi de l'air qui peut être chargé en particules, notamment l'hiver, tout stagne au niveau du sol. Et justement, ces difficultés respiratoires s'accentuent et c'est l'occasion notamment d'être extrêmement vigilant. Et un petit point, notamment, qui n'est pas anodin. On vient de passer la période de ce qu'on appelle la mise en service ou la surveillance des systèmes de chauffage dans les logements, et les bureaux ou les bâtiments tertiaires. Il ne faut pas oublier de le faire chez soi, de vérifier que sa ventilation est fonctionnelle, qu'elle est propre, qu'elle va bien fonctionner, une surveillance une fois par an à minima, et aussi n'oubliez pas, si vous n'avez pas de ventilation, les bons gestes qu'on rappelle aussi de l'ADEME, d'aérer 10 minutes le matin, d'aérer 10 minutes le soir, tout cela évidemment pour notre santé et prendre soin de soi, avoir un renouvellement de l'air suffisant pour avoir un air respirable suffisamment neuf pour enrichir et assurer le parfait fonctionnement de tous nos organes, cerveau, poumons et puis nos muscles et tout le reste bien entendu. Alors aujourd'hui, une émission où on va rentrer un petit peu dans le détail de tous ces éléments qu'on peut entendre depuis des années, de chiffres, d'études, de niveaux ou de performance de certains systèmes ou plutôt de chiffres qui vont nous annoncer c'est quel polluant, à quel niveau, que compare-t-on, et surtout il convient de s'assurer que ces chiffres, tout le monde s'est approprié la qualité de l'air de manière globale et générale, mais dans le détail, on a tendance à réutiliser des chiffres sans forcément les replacer dans le contexte qui est nécessaire pour parler des bonnes choses au bon moment et de faire prendre conscience que c'est extrêmement important de parler juste, si on veut pas, se mélanger un petit peu les crayons dans la réflexion, parce que on a dit par exemple que on se retrouve avec 30% des personnes qui sont atteintes d'asthme en France. C'est pas le cas, c'est 30% des personnes qui sont allergiques. Sensibles et qui sont allergiques. L'asthme, c'est pas de l'allergie. Donc voilà, on entend aussi quelquefois parler d'asthme à la place d'allergie. Tout ça, ça concourt à remettre les choses en perspective. Alors pour les remettre en perspective, j'ai le grand plaisir de recevoir Fabien Schinazzi du Haut Conseil de la Santé Publique. Bonjour Fabien. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, ça va. Voilà, on fait attention à la manière dont on respire. Ah, toujours. Oui. Évidemment, on est vigilant. Alors justement, Fabien, un grand et vaste sujet que on pourrait dire les fausses vérités ou les idées reçues de ce qui peut être véhiculé et comment nous on les appréhende. On a ce travail aussi préalable de correctement, vérifier l'information ou se renseigner pour s'assurer de ça. Alors, revenir sur quelques peut-être chiffres, Fabien, qui méritent éclaircissement. On va revenir un petit peu sur ce qui s'était passé au moment du Covid. On parlait de 20 000 décès. Ce chiffre, alors ? Alors, en fait, j'ai souhaité qu'on parlait aujourd'hui parce que nous entendons régulièrement ces chiffres qui reviennent dans des webinaires, dans des conférences. Et je pensais qu'il était important de resituer ces chiffres qui étaient annoncés pour voir ce qu'il recouvrait. En particulier, donc concernant la qualité de l'air intérieur, on entend parler régulièrement de 20 000 morts par an en France dues à la pollution de l'air intérieur. Alors, on cite une étude qui date de 2014, qui a été menée par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, le CSTB, l'ANSES et l'Université Paris-Cité. Donc, c'était un consortium qui avait
repris un petit peu les concentrations de 6 polluants qui étaient mesurés dans les logements à l'époque. C'était lié à la première campagne logement de 2003-2005. Ils avaient regardé les concentrations qui avaient été mesurées dans ces logements, à la fois donc du benzène, du trichloréthylène, du monoxyde de carbone, du radon, de la fumée de tabac environnementale et des particules fines. Et donc à partir de ces concentrations, ils en ont déduit un certain nombre de décès. Et donc quand on regarde l'étude plus particulièrement, on s'aperçoit que parmi les 20 000 décès qui étaient annoncés, 16 000 étaient dus aux particules fines. Or, l'on sait que les particules pénètrent très facilement dans l'air intérieur, et donc que ces morts aient peut-être été liés ou été confondus, disons, avec ceux qui sont annoncés par Santé publique France, et 40 000 morts liés aux particules fines. Et donc, dire qu'il y a 20 000 morts et 16 000 morts dues aux particules fines à l'intérieur, alors qu'elles viennent principalement de l'extérieur. Donc c'était important de resituer cette notion de 20 000 morts. Mais surtout, ces chiffres de 20 000 morts, il faut aussi les actualiser. Parce que les derniers travaux qui ont été menés par l'Observatoire maintenant de la qualité de l'environnement intérieur sur une nouvelle campagne logement a montré que les concentrations des polluants qui avaient été étudiés, les 6 que j'ai cités tout à l'heure, les concentrations avaient fortement diminué par rapport à une dizaine d'années, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts sur la maîtrise des sources de pollution. Et donc, cette étude de 2014 mériterait d'être réactualisée à partir des nouvelles valeurs de ces polluants que l'on rencontre à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, annoncer 20 000 morts d'une étude qui date d'il y a une dizaine d'années et qui était liée principalement aux particules fines, peut-être dire qu'aujourd'hui ça mériterait d'être actualisé et de revoir quel serait peut-être par rapport à ce type d'études le nombre de morts qu'on pourrait lier à la pollution de l'air intérieur. Mais en tout cas, les 20 000 que l'on traîne depuis une dizaine d'années mérite peut-être de ne plus être cité en tout cas. Oui, et d'autant plus de la reprise de cette étude qui serait intéressante, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'on resterait au vu de la progression de notre prise de conscience des différents polluants, est-ce qu'on serait toujours sur ces 6 polluants-là ? Voilà, et effectivement, cette étude avait été faite sur 6 polluants qui avaient été choisis à l'époque, mais en fait, dans la dernière campagne logement, on a mesuré beaucoup plus de polluants. On a mesuré ceux qu'on avait déjà mesurés dans la première campagne, mais on en a rajouté d'autres, notamment les composés semi-volatiles et d'autres polluants. Donc, ce serait important de revoir finalement ce type d'études à la lumière des nouveaux polluants mesurés, des concentrations qui ont été observées, pour qu'on donne un chiffre qui soit plus proche de la réalité que les 20 000 morts que nous traînons déjà depuis une dizaine d'années. Chiffre qui pourrait être aussi rapproché de cette nouvelle directive de l'air ambiant, tout simplement, qui permettrait de recalibrer les choses d'ici les 2 ans où l'État français doit doit passer organiquement ce décret sur effectivement, notre loi les valeurs française. seuils ont diminué également. Et donc, divisé par 2 les seuils. Voilà, donc tout ceci, et notamment pour les particules, pour le dioxyde d'azote, donc tout ceci mériterait d'être revu. En tout cas, quand j'entends dans les différentes réunions ou les conférences et webinaires qu'on parle encore de 20 000 morts liés à la pollution de l'air intérieur en France, je pense qu'on devrait plus citer ce chiffre et que ça mériterait de le citer, mais de dire qu'il faudrait absolument l'actualiser parce qu'il ne correspond plus à rien aujourd'hui. Et d'autant plus que maintenant, on va avoir un niveau de mesure qui va être beaucoup plus précis. Et on a aussi, au travers des organismes de santé, notamment, une vigilance beaucoup plus attentive aux raisons pour lesquelles les décès surviennent. Et est-ce qu'ils sont associés directement à ces problématiques de ces différents polluants ou à d'autres facteurs qui vont enrichir évidemment ces éléments. Bien sûr. Il y a un autre point également, on entend très régulièrement que l'air intérieur est 8 à 10 fois plus pollué à l'intérieur que l'air extérieur. Voilà. Alors là aussi, d'où vient ce chiffre? Parce que ce ratio que tout le monde dit, de n'importe qui parle d'air intérieur va dire, oui, mais l'air intérieur est 8 à 10 fois plus pollué que l'extérieur. Mais pollué de quoi?
Alors voilà. Alors il faut préciser déjà, premièrement, il faudrait regarder d'où est sorti ce chiffre. À l'époque, on n'a pas parlé ni de particules fines, on n'a pas parlé d'ozone, on n'a pas parlé de benzène parce que on n'a pas 8 à 10 fois plus de ces polluants dans l'air intérieur. Donc c'est pas cela dont on parlait. On parlait des composés organiques volatiles, en particulier le formaldéhyde, qui était mis principalement à l'intérieur, et on avait fait le ratio entre l'air extérieur, où il y a très peu de formaldéhyde, et l'air intérieur, où on en trouve effectivement beaucoup, ou d'autres aldéhydes, ou d'autres COV. Et donc ce ratio de 8 à 10 était donné par rapport aux chiffres de l'époque, de la première campagne logement qui date quand même cette fois-ci de 2003-2005. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit eh bien que les niveaux de polluants ont fortement baissé, notamment pour le formaldéhyde. Si on prend cet exemple-là, les niveaux ont fortement baissé par rapport à la première campagne logement, et donc ce ratio bien n'est plus d'actualité. Et donc là ça voudrait aussi, dire qu'on aurait probablement un ratio plus faible. Probablement, si on réévalue ce ratio qui avait été annoncé. Je pense qu'aujourd'hui, de dire que c'est 8 à 10 fois, c'est faux, puisque si on prend les chiffres actuels, notamment le formaldéhyde ou d'autres COV, puisque c'est de cela dont on parlait à l'époque, eh bien, ces chiffres, aujourd'hui, méritent là aussi d'être réévalués, et on peut plus parler de 8 à 10 fois. On peut dire que l'air intérieur concentre les polluants, mais on ne peut pas donner pour l'instant de ratio tant qu'on n'a pas étudié avec les nouveaux résultats qu'on a obtenus avec la dernière campagne logement, par exemple. Donc, ce qui voudrait dire que c'est l'OQEI à s'emparer de ce sujet. Bien sûr, et de proposer, en fonction des résultats obtenus, eh bien de dire quelle est la réalité aujourd'hui en termes de pollution de l'air intérieur, et par rapport donc à ce ratio qu'on avait mis en avant autrefois, mais qui aujourd'hui ne veut plus rien dire par rapport aux évolutions des concentrations qu'on a obtenues dans les environnements intérieurs. Concentration qu'on pourrait même mettre en parallèle et caractériser au travers du temps du temps qu'il séjourne à l'intérieur du local dans lequel on est, parce que c'est valable. C'est ce qu'on appelle le budget espace-temps, et des activités aussi qui sont menées dans l'air intérieur. Donc c'est pas parce qu'on va se retrouver avec finalement un ratio plus faible qu'on va avoir moins d'impact sur notre santé. Là aussi, il faut y être vigilant. Il faut regarder effectivement de très près, mais en tout cas ce ratio de 8 à 10 fois, comme si on disait finalement chez soi on est plus pollué qu'à l'extérieur, et 8 à 10 fois. Non, on concentre des polluants à l'intérieur, mais ce ratio de 8 à 10, je pense qu'il mérite en tout cas d'être aujourd'hui complètement réévalué. Réévalué et recaractérisé au travers de plus de polluants que ce qui était fait à l'époque. Bien évidemment. Voilà. Alors dans les fausses vérités également qu'on évoque aujourd'hui, c'est la lecture des publications. Souvent, donc on lit une publication, on a des résultats. Alors il faut savoir que quand on fait des mesures, on a des distributions de valeurs. Donc on fait des percentiles, une médiane des percentiles et des valeurs maximales. Et donc habituellement, pour inquiéter ou mettre l'accent, on va parler plutôt des valeurs les plus élevées plutôt que des valeurs qui sont moyennes. Et donc on va attirer l'attention sur un polluant, par exemple un allergène ou autre, en disant que voilà les valeurs qu'on obtient. Non, il y a une distribution de ces valeurs, et donc il faut donner la distribution. Et on parle souvent de médiane qui donne un petit peu donc les 50% de ces valeurs, plutôt que de donner les valeurs élevées qui ne veulent pas dire grand-chose, parce qu'on peut avoir parfois des conditions particulières qui font qu'on ait une pollution dans un endroit, mais ce n'est pas la règle générale. Et donc donner les valeurs maximales, ce n'est pas la règle générale de la pollution de l'air intérieur. Donc il faut être aussi vigilant quand on annonce des chiffres aussi élevés pour marquer les esprits. Attention, ce sont les valeurs maximales qu'on a obtenues. Et tous ceux aussi qui viennent véhiculer ces messages, il faut faire attention à ce que l'on dit et s'assurer que les chiffres qu'on va utiliser ou les vérités qu'on pense dire bien souvent le sont réellement et sont qualifiés. C'est toujours je dirais le diptyque que l'on va retrouver entre attention au message et au messager, puisqu'on voit aussi beaucoup sur les derniers temps depuis maintenant plus d'une année, il y a tout le monde en entendant parler de la qualité de l'air intérieur s'en empare et
annoncent des chiffres sans avoir de vérification, et certains en profitent pour dire, regardez, moi je sais. En fait, je voulais prendre un autre exemple, celui du Covid. Au début de 2020, il y a une publication qui est sortie, mais une publication qui n'était pas, revue par les pairs, donc qui n'a pas été validée en fait. Et on donnait des chiffres et on disait que le virus pouvait survivre des semaines et des semaines sur des surfaces. Et donc il y a eu une inquiétude de la population parce que dans les médias on parlait de cette étude et on disait que le virus pouvait survivre très très longtemps sur les surfaces. Et en fait, il y avait même des chiffres qui étaient donnés. Et donc, il y a eu une inquiétude dans la population en disant mais on va se contaminer par les surfaces, par les emballages, par les fruits, les légumes, etc. D'où l'utilisation à outrance de désinfectants. Exactement. Et on a utilisé large gamme d'utilisation de produits désinfectants qui sont pas nécessaires. Et en fait, on s'est aperçu que cette étude, quand on a fait de nouvelles études, on s'est aperçu que finalement le virus qu'on avait détecté au bout de quelques semaines, il y avait que quelques unités et que la grande partie des virus étaient déjà détruites spontanément. Et donc il faut aussi regarder les publications en détail et cette étude-là montrait des courbes de survie du virus et donc bien sûr on pouvait avoir une unité virale au bout de plusieurs semaines mais elle n'avait aucun rôle dans la transmission de la maladie. Et très rapidement on a dit que les surfaces étaient négligeables par rapport à la transmission du virus et que en revanche c'était la contamination aérienne qu'il fallait prendre en compte. Bien entendu. Voilà. Donc voilà aussi une étude. D'où se protéger avec le masque qu'on n'a pas assez évoqué, que c'est le masque qui protégeait les autres. Bien sûr. Et en fait, cette étude sur les surfaces a attiré l'attention là-dessus inutilement. Elle a fait utiliser beaucoup de désinfectants. Elle a été largement médiatisée. Elle a beaucoup inquiété, alors que c'était une étude qui avait été mal comprise dès le départ et qui n'aurait pas dû prendre en considération ce type de résultats. Et j'en reviens aux publications parce que je pense que chacun d'entre nous doit avoir un esprit critique sur des résultats que l'on peut donner. En général, moi, quand on me donne un résultat d'une publication, je vais regarder la méthode qui a été utilisée. Car parfois, il peut y avoir des biais dans les méthodes. Et souvent, dans les discussions de ces publications, on donne les limites de ces résultats. Si je peux me permettre, Fabien, il faut que la méthode reste aussi objective. On n'est pas là, une étude n'est pas là pour faire une démonstration, pour porter quelque chose, mais elle est là pour simplement donner un fait à un moment donné. Exactement. Et une étude, les résultats d'une étude sont les résultats du moment où on a fait l'étude, où on a fait les prélèvements, dans les conditions de l'étude. On ne peut pas en faire une généralité. Et donc, pour conclure quelque chose, et c'est pareil pour dans le cas des médicaments que l'on utilise, etc., et les bénéfices des médicaments, il faut avoir plusieurs études qui vont concorder pour dire, et on fait souvent ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire on prend plusieurs études pour voir si elles convergent vers un résultat. Et donc, moi, ce qui me gêne souvent, c'est qu'on balance un chiffre d'une étude, on met en avant une étude, alors que finalement peut-être on aurait une autre étude qui va la contredire. Alors on balance une étude comme si c'était la vérité, alors que c'est une vérité et qu'elle en mérite d'autres pour la corroborer. Et voilà. Et à force de réitérer en fait ces résultats, on finit par les croire finalement. Et c'est ça la fausse vérité. C'est-à-dire, on réitère, on en parle tout le temps, et dans l'esprit, oui, c'est puisqu'on l'a dit à plusieurs reprises, ça veut dire que c'est vrai. Non, il faut avoir un esprit critique de ces études, être attentif aux méthodes utilisées, voir si ces études ont été validées scientifiquement par des relecteurs. Toute étude dans une revue est vue par des relecteurs. Je fais partie moi aussi de comité de rédaction et on donne un avis sur les études. On regarde bien la méthodologie utilisée, s'il n'y a pas des biais, comment elle a été faite. Parfois, la robustesse, donc c'est ça dont on parle, la robustesse d'une étude. Exactement, on pose des questions aux auteurs pour apporter des précisions sur telle ou telle méthode, pour dire cette étude peut être publiée
parce que elle est solide sur le plan scientifique et elle peut apporter des éléments intéressants. Mais je répète, une hirondelle ne fait pas le printemps et donc une publication isolée ne fait pas la science. Il faut avoir plusieurs arguments qui vont dans le même sens pour pouvoir affirmer quelque chose. Et je rappelle que des résultats d'études, et quand on fait des prélèvements sur la pollution, que ce soit de l'air intérieur ou de l'air extérieur, les prélèvements qui sont faits, c'est au moment où on a fait le prélèvement, dans les conditions de ces prélèvements, qu'on a obtenu les résultats. Qu'il faut multiplier les études dans d'autres conditions, dans d'autres moments, pour voir si on obtient le même type de résultat et pour pouvoir affirmer avec une plus ou moins certitude que ce résultat est valide. Oui, et justement, l'important aussi, c'est comme tu le disais, Fabien, c'est à un moment donné, on vient faire la mesure, on va faire le constat finalement à un moment donné, mais il faut le faire aussi sur la durée. Exactement. Ça, c'est important. On peut avoir une mesure qui s'opère. Là maintenant, on a aussi des appareils de mesure qui sont fiables et dont on vient aussi vérifier la fiabilité. On fait pas ça une mesure, ce qu'on appelle au doigt mouillé, un petit peu simplement, mais tout appareil n'a pas le même niveau qui assure une mesure fiable. Ça aussi, il faut en être attentif. Et je voudrais finir juste avec ça, Fabien. Vous qui nous écoutez, et que quand vous avez une information qui tombe, n'hésitez pas à de vous-même vous poser des questions. L'important, c'est de se poser des questions et de se dire, mais ce que j'ai entendu, est-ce que je vois, est-ce que je peux le retrouver ailleurs dans des lignes concordantes? Et si jamais on se dit, ah mais non, c'est compliqué, je comprends pas tout, c'est difficile, n'hésitez pas à échanger avec quelqu'un d'autre autour de vous qui puisse vous aider à venir je dirais parfaire cette réflexion, plutôt de se dire je le balaye d'un revers de la main, j'ai vu un chiffre, ça me suffit. Il faut savoir se dire aussi, se remettre un petit peu en cause soi-même dans sa lecture et dans sa réflexion pour la compréhension, bien évidemment. Oui, et en fait, une fausse vérité qui se transmet de personne à personne se nourrit de l'ignorance de ces personnes, voire parfois de la propagande. On va utiliser ces chiffres-là pour mettre en avant telle ou telle chose. Donc, soyons vigilants, ayons un esprit critique par rapport à tous ces résultats que l'on nous donne, ayons un peu de recul par rapport à tout ce qui est dit et ne reprenons pas directement, sans avoir réfléchi, regardé un peu plus en avant, tel ou tel résultat qui va aller dans un sens qui va peut-être être favorable à certains et peut-être défavorable à d'autres. Donc, soyons clairs, soyons scientifiques et regardons les études avec un esprit critique, un esprit scientifique. C'est un peu comme si on regardait, pour aborder un sujet, qu'on regardait un cube. Vous prenez un dé à jouer ou qui est numéroté de 1 à 6. Selon si vous le regardez en dessous, au-dessus ou sur les côtés, vous allez avoir un résultat différent et vous aurez quelque chose qui est vrai, mais qui va être regardé d'une autre manière. Et ça, c'est important de prendre cette hauteur ou ce recul-là. Et d'où l'importance de tout regarder, effectivement, et d'avoir des études consécutives, reproductives, pour pouvoir affirmer telle ou telle chose. Avec également, pour surveiller cela et puis garder de la précision, ne pas hésiter à regarder des études récentes. Ça aussi, c'est important. Donc du coup, également par rapport aux études de ce qu'on peut retrouver, c'est pas une critique contre les études, c'est plutôt un éclairage. Il faut aussi que ces études soient ordonnées dans les éléments qu'elles vont nous montrer, parce que c'est une étude qui est un alignement de choses mesurées ou vues, que l'on a regardé, que l'on a identifié. Toute cette étude, finalement, un alignement de faits n'en fait pas forcément quelque chose de cohérent. Donc il faut aussi à un moment donné ne pas aligner des chiffres ou ne pas aligner des résultats pour le plaisir de les aligner et d'essayer de faire passer un message. Il faut justement regarder ce que tu disais tout à l'heure, cette robustesse et cette pertinence des éléments les uns avec les autres dans le contexte dans lequel on doit le retrouver. Oui, méfions-nous des choses qui sont mises bout à bout, qui n'ont pas le même sens, qui n'ont pas la même signification. Et en assemblant plein de choses, on peut dire également des choses qui sont pas forcément vraies.
Donc soyons aussi vigilants sur tout cet assemblage que l'on peut faire de différentes choses. Il faut qu'il y ait une cohérence également quand on assemble différentes choses. Oui, cette cohérence, tu me l'enlèves de la bouche, justement. On va le retrouver sur différents thèmes. Et puis, on peut avoir plusieurs études qui finalement, en mettant en cohérence les résultats de certaines, vont donner un élément nouveau, un éclairage nouveau qui va aussi nous éclairer. Donc voilà, donc ça paraît un peu abstrait, tout ce qu'on vient de dire, mais finalement, c'est la notion préalable de lire nuit à l'ignorance. Donc il faut lire, il faut pas hésiter à faire une lecture des éléments. Comme dit Jean-Michel Serres, le philosophe, et c'est toujours intéressant à reprendre, Michel Serres, il disait chaque jour, ou au moins chaque semaine, il faut lire un texte un peu difficile pour garder cet esprit d'ouverture et d'aller plus loin que le confort que l'on pense avoir et qui finalement nous va bien souvent. Il faut savoir sortir un petit peu de nos traces. Exactement, sortir, comme on dit, de sa zone de confort. Tout à fait. Alors, Fabien, nous arrivons à la fin de l'émission. Quelques petites actualités justement ces derniers temps. Oui, j'ai cité le livre que j'ai publié avec une collègue, Francine Marano, qui faisant tous les deux partie du Haut Conseil de la Santé publique sur le crise sanitaire environnementale, comment les éviter, aux éditions Quae. Et dans ce livre, ce qui était intéressant, c'est d'étudier les crises sanitaires d'origine environnementale, savoir quelles étaient les failles, à quel moment on a passé à la crise, c'est-à-dire que il y a eu un débordement total, avec un grand nombre de personnes malades, etc., et qu'on avait du mal à s'en sortir. Exemple comme le Covid, donc on cite également dans cet ouvrage, et donc c'est de comprendre les failles pour en tirer des leçons. Et une leçon principale, de ce livre, c'est de travailler collectivement et agir ensemble pour trouver des solutions. Et que si chacun travaille dans son coin et qui ne comprend pas l'autre, eh bien, on a ce type d'accident qui arrive. Et on se retrouve à des oppositions défavorables. Exactement. Pour tout le monde, pour l'intérêt général. C'est ce travail collectif. Le rappel du titre ensemble. Et de l'éditeur du livre, oui, Fabien ? les crises sanitaires environnementales, comment les éviter ? Francine Marano et Fabien Schinazi aux éditions Quae. Autre actualité, toute brûlante, au travers du CRQA, Fabien. Oui, bien sûr. Alors, on a créé, avec quelques collègues, le Cercle de réflexion de la qualité de l'air. Alors, c'est un groupe d'experts qui se retrouvent ensemble, d'horizons très différents. Et on essaye donc de travailler ensemble, justement, de se comprendre les uns les autres avec une grande bienveillance pour essayer d'écrire des notes, finalement, qui soient utilisables et utiles à d'autres. Et donc, la première note parlera justement de l'air intérieur et va parler donc de comment définir l'air intérieur, comment le caractériser, comment maîtriser la qualité de l'air intérieur. Donc, d'avoir un petit peu une note générale sur l'air intérieur, ce qu'il faudrait savoir sur l'air intérieur, qui mérite ensuite des développements plus techniques sur différents points, mais c'est un point de départ. Que faut-il penser de l'air intérieur et de la qualité de l'air intérieur? Qu'est-ce que ça peut donner comme maladie? Quels sont les indicateurs que l'on peut mesurer pour facilement ou moins facilement? Et quelle approche l'on a aussi pour maîtriser mieux la qualité de l'air intérieur et mieux vivre dans nos environnements intérieurs? Voilà l'objet de cette première note qui va en appeler d'autres sûrement. Et il y aura beaucoup d'autres derrière qui vont développer sous forme de fiches techniques certains points et de détailler. Et on introduit quand même dans cette note des sujets nouveaux dont on parle peu, en particulier sur la ventilation. Il y a des choses on remet des choses que peut-être on avait tendance à oublier. Ou à ne pas regarder plus précisément, comme on en parlait tout à l'heure, de le regarder sur différents prismes ou différents angles. Exactement, et d'aller au fond des choses et que l'air dans un local, dans un environnement intérieur, ça circule. Et donc, il y a des choses à bien regarder pour s'assurer qu'il circule bien. Et que s'il circule bien, il va pouvoir évacuer les polluants qui nous agressent et qui agressent nos voies respiratoires. Et donc, à partir de là, effectivement, cette note très générale va permettre de poser un peu des jalons
pour la suite, pour aller plus loin sur certains points en détail. Donc cette note va sortir là avant Noël. Oui. Et on va la retrouver sur le site internet du CRQA qui est www.crqa.org. www.crqa.org, qui est un site internet où on trouve déjà pas mal de documents et d'informations. L'idée de ce groupe de 9 experts, on est 9 autour de la table, comme j'ai dit, d'horizons très différents, c'est d'apporter chacun sa pierre à l'édifice et d'avoir fait une proposition commune. Et surtout, je trouve que l'intérêt, c'était de pouvoir travailler ensemble, se comprendre les uns les autres, parce que chacun d'entre nous, on a notre propre vision des choses, et en discutant, ça nous a permis de rédiger quelque chose de commun, ce qui est tout à fait exceptionnel. Ce qui est en fait une vision à 9 dimensions finalement. Exactement. Et il y aura sûrement d'autres personnes qui intégreront le CRQA pour bien sûr parfaire, pour compléter tout ça et poursuivre les travaux du CRQA sur le site internet.org. Et ben on va suivre ça avec attention. Mon cher Fabien, merci encore beaucoup de nous avoir rejoints. Belle fête de fin d'année à toi. Merci beaucoup. Prenez soin, chères auditrices, chers auditeurs, de votre santé. Faites attention, toujours comme on le dit, l'hiver est plus propice à avoir des difficultés respiratoires. Allez faire un petit tour sur le livre de Fabien. Regardez également le crqa.org et je vous dis donc à très bientôt, à l'année prochaine pour une nouvelle émission d'Élémentaire. Mon cher Nico. Élémentaire, mon cher Nico. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Imo et sur toutes les plateformes de streaming.